Stromae dans le quotidien, il arrive dans une dizaine de minutes, mais on reste dans l'actualité avec cet élément, ce mot qui commence à monter, Wagner. Et je ne parle pas du compositeur allemand Richard, on va s'intéresser au groupe Wagner. Le groupe Wagner, ce sont des mercenaires russes ultra-violents qui opèrent sur les zones de conflit où le Kremlin veut étendre son influence. Il serait actuellement plus de 400 à Kiev avec une mission, assassiner le président ukrainien Zelensky dans les plus brefs délais. Bonsoir Ksenia Bolchakova, bienvenue. Et bonsoir Alexandra Jousset, bienvenue à toutes les deux. Vous avez réalisé un documentaire exceptionnel sur le groupe Wagner qui est toujours disponible sur le replay de France Télé. Ça s'appelle Wagner, les hommes de l'ombre de Vladimir Poutine. Est-ce que vous pouvez commencer par nous donner rapidement votre définition de Wagner et celle du gouvernement russe ? Celle que vous avez donnée est assez bonne, c'est des hommes, des mercenaires qui sont déployés sur tous les points chauds de la planète, là où la Russie a des intérêts. Ça, c'est notre définition. Et la définition du gouvernement russe... Le gouvernement russe, c'est quoi ? Mais il n'y en a pas vraiment parce qu'ils ne reconnaissent pas l'existence de Wagner. Alors récemment, ils ont commencé à... On leur a jamais posé de questions ? On leur a posé 10 fois la question. Quoi ? Ils répondent, le groupe Wagner existe, c'est une organisation privée qui répond à des clients privés, qui n'a aucun rapport avec le Kremlin. Nous n'avons aucun lien avec eux. Ils ont commencé à reconnaître récemment l'existence. Avec le Mali. Avec le Mali. Voici un extrait de votre documentaire. Ce sont des images de propagande. Alors je préviens, elles sont très violentes, mais elles donnent une idée précise de l'horreur de cette armée. Pendant des mois, nous avons analysé leurs échanges et vu grandir le mythe Wagner. À l'instar de son chef, la compagnie militaire privée emprunte à l'imagerie fasciste. Elle reprend aussi les codes de la propagande de Daesh. Отбегались пидоры. Это Садык. О, мархаба, блядь. Ёпта разорвала бедняжку. Куда его разорвало вообще нахуй? Des images ultra-violentes pour glorifier ces gladiateurs des temps modernes et galvaniser les troupes. Vous avez commencé votre enquête il y a 1 an. Quel a été le point de départ, Ksenia ? Le véritable point de départ pour toutes les deux, je pense, ça a été l'assassinat de nos confrères en juillet 2018 en Centrafrique. 3 journalistes russes, dont un que moi je connaissais personnellement, ont été abattus sur une route, dans la brousse. Ils étaient arrivés sur place pour enquêter sur le groupe Wagner. Et cet assassinat, à ce moment-là, on se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Et qui sont ces mercenaires russes dont nous, on n'avait pas entendu parler à l'époque. Et ça a été un petit peu un déclencheur. On s'est intéressé à la question. On a mis de côté le projet de faire un film parce que, évidemment, c'est très compliqué d'enquêter sur ce sujet. Mais la curiosité et vraiment l'envie de travailler sur ce sujet est née à ce moment-là. Ouais. Vouloir faire le boulot de gens qui ont été assassinés, il faut quand même y aller. Oui, mais d'un côté, c'est important de continuer leur travail aussi, parce qu'ils ont été assassinés pour une raison. C'est que Wagner voulait envoyer un message très clair. On n'enquête pas sur nous. On l'a vu, nous aussi, sur le terrain. Quiconque enquête sur eux est menacé. Il y a des journalistes incroyables qui font ce travail en Russie, qui reçoivent des menaces de mort quotidiennes. Et du coup, nous, on bénéficie aussi, quelque part, de la protection de la France, des médias français. Et on a des accès en Afrique, dans d'autres pays, enfin en Libye, en Centrafrique, là, on a été. Du coup, c'était important pour nous de continuer ce travail. Il y a un témoignage fort dans votre doc, celui d'un ancien Wagner qui témoigne à visage découvert. Je crois que c'est la toute première fois. On le regarde, il s'appelle Marat. Cette armée, aujourd'hui, elle peut agir sans l'accord du gouvernement ? Non, clairement, elle ne peut pas. Elle est totalement équipée par le gouvernement. Les hommes qui sont mobilisés sont souvent des réservistes de l'armée. Ils sont équipés de tout le nécessaire, nourris, habillés. Le transport et la logistique utilisés sont ceux du ministère de la Défense pour les envoyer sur les lieux où ils doivent mener des opérations de combat. C'est bel et bien une filiale gouvernementale.
une structure de l'État russe. Donc je résume, je rappelle, c'est donc un groupe militaire qui s'appelle Wagner. Ils sont dans plusieurs pays africains et donc ils seraient en ce moment même à Kiev. Voici les deux hommes forts de Wagner. Il s'agit de l'oligarque Yevgeny Prigojine à gauche, surnommé le cuisinier de Poutine. C'est lui qui finance le groupe en fait. Et Dimitri Utkin. C'est un vétéran des forces spéciales et fan d'Adolf Hitler, comme on peut le voir sur son épaule. Exactement, il a un tatouage là, en symbole de nazi. On a des photos de lui aussi sur le terrain où il a des casquettes avec des symboles nazis. Et c'est pour ça que c'est son surnom, c'était son nom de guerre quand il était dans l'armée russe, Wagner, parce que c'est un fan de Hitler et donc, du compositeur préféré de Hitler. Donc il y a des photos de Yevgeny Prigojine avec Poutine, mais est-ce qu'il y a des photos de Dimitri Utkin avec Poutine? Oui, il y en a une. Il y en a une seule qui date de 2016. On l'a pas, merde. Comment ça, elle est dans le film. Elle est dans le film. Vous auriez pu la prendre. Il y a une seule photo. Elle date de quand? Elle date donc de décembre 2016. C'était une grande réception donnée en grande pompe au Kremlin pour féliciter les forces armées russes pour leur travail formidable qui avait été mené en Syrie. À l'époque, je vous rappelle, il y avait quand même les vrais militaires, la vraie armée russe qui a été engagée sur ce terrain-là. Et Poutine avait organisé ce grand gala pour décorer les militaires russes et pour les remercier. Et dans une petite salle, dans une petite pièce isolée, il a également... ils n'étaient pas dans la même pièce. Ils n'étaient pas dans la même pièce. Il a également décoré Dimitri Utkin et 4 autres commandants du groupe Wagner qui ont reçu des médailles de l'Ordre du Mérite, enfin les plus grandes décorations que l'État russe peut donner à ses combattants. Et donc il y a une seule et unique photo qui existe des deux hommes. Depuis, il n'est plus jamais réapparu. Il n'y a plus de photos de lui. Il n'y a plus de photos de Poutine, mais il n'y a plus de photos non plus de Dimitri Utkin. Donc c'est la dernière fois qu'on l'a vu. Et ces 5 hommes sur la photo sont maintenant tous depuis décembre 2001 sous sanction de l'Union européenne. Pourquoi ça l'arrange que ce soit un groupe à part? C'est tout le concept du déni de plausibilité. Ça a l'air un peu comme ça, c'est un concept qui a été théorisé par la CIA. Et c'est cette idée de dire, s'ils font quelque chose, s'ils font des exactions, c'est pas de notre faute. Poutine peut dire, c'est pas nous, c'est Wagner, c'est une compagnie privée. Si vous avez un problème avec Wagner, adressez-vous à Wagner. Mais alors du coup, est-ce qu'il y a la preuve qu'ils sont sous les ordres de Poutine? Nous, c'est ce qu'on a essayé de démontrer. Ouais. Après, il n'y a pas de lien direct entre le groupe Wagner et Vladimir Poutine. Il n'y a pas ce qu'on appelle le smoking gun. Il n'y a pas le lien, il n'y a pas le document signé de la main de Poutine. Et le financement? Non, le financement, non. Mais ce qu'on peut dire, et ça c'est documenté et c'est sûr, et vous le verrez dans le film, c'est qu'ils utilisent les moyens de transport logistique de l'armée russe. Les avions? Les avions, donc ça déjà c'est énorme. L'armement, et l'armement quand même très sophistiqué, parce que par exemple... Donc le lien, il est là? Oui, mais en Libye, ils utilisent des avions de chasse. Donc quel mercenaire pourrait utiliser des MiG-29 sans l'autorisation du commandement russe? Mais il n'y a pas de lien direct. Et c'est tout pour eux la magie de Wagner, en fait. Ils sont environ 5000. C'est quoi le profil des Wagner? Le profil type, c'est l'âge moyen, c'est 30 ans à peu près. 75% des hommes qui combattent dans cette force sont de nationalité russe. Les autres sont de 15 nationalités différentes. Ce sont essentiellement des hommes qui viennent des anciennes républiques soviétiques. Il y a des Ukrainiens, des Biélorusses, des Kazakhs, des Arméniens. Voilà, un petit peu tout ce panel-là. Tous ont un point commun. Ils ont tous à minima fait un service militaire. Ils savent manier un minimum les armes. Certains sont d'ailleurs des militaires professionnels mais n'ont pas pu rester dans l'armée parce qu'ils ont commis des crimes. C'est le cas de Marat, il a fait de la prison pour meurtre, donc il n'a pas pu réintégrer les forces armées russes. Et l'alternative pour ces mecs-là, c'est de se tourner vers le mercenariat, une façon de continuer entre guillemets leur carrière, de gagner leur vie, de combattre, de faire ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire la guerre. Et la règle de ce groupe, c'est qu'il n'y a pas de règle, c'est ça? Ils tuent toutes les personnes qu'on leur demande de tuer? C'est-à-dire que l'impunité règne totalement, parce que comme ils n'ont aucune existence légale, le mercenariat est interdit en Russie, et ils n'ont aucune existence juridique. Du coup, si vous essayez de les poursuivre, il n'y a personne, il n'y a même pas de liste, parce que par exemple en Centrafrique, ils existent plus ou moins de manière officielle, parce qu'il y a un partenariat entre la Russie et la Centrafrique. Mais même les comités d'experts de l'ONU sont incapables de mettre une liste et d'obtenir une liste des gens qui sont présents. Donc même remonter jusqu'à l'identité de quelqu'un qui aurait pu commettre un crime de guerre, c'est déjà très difficile. Donc de là à faire un procès, si vous voulez, pour l'instant, il n'y a qu'un cas qui a pu amener jusqu'à ça, qui a eu lieu en Syrie. Et même si on a identifié le responsable du crime de guerre et la victime du crime de guerre et qu'il y a une procédure, ça n'a pour l'instant mené à rien. Au-delà de ça, par contre, juste pour répondre à votre question, il y a quand même des règles. Ils ont des commandants, ils ont une chaîne de commandement, ils répondent à un certain nombre
supérieurs aussi. Il nous parle du code du mercenaire. Il y a un code du mercenaire avec 10 règles. Tu vas défendre ton pays au-delà des frontières de ton pays. Il y avait quoi d'autre? Je sais plus. Interdiction de piller, interdiction... Mais après, ils nous disent tous qu'ils pillaient tout. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, Le Times a parlé de 400 mercenaires envoyés à Kiev pour assassiner Zelensky. Est-ce que vous avez des informations? Oui. Pas les mêmes. Pas les mêmes. Alors, bon on sait que des mercenaires de Wagner sont déployés aujourd'hui en Ukraine. Nos sources nous ont confirmé le redéploiement de certains hommes qui étaient basés en RCA et notamment en Libye. La base d'Al-Joufra dans le sud de la Libye a vu partir quelques avions. 4 par semaine. 4 par semaine, chargés d'hommes prêts à combattre. Mais dire que 400 mercenaires de Wagner sont en ce moment dans les rues de Kiev pour essayer de tuer Zelensky, c'est un peu exagéré. D'abord, ils ne se déplacent jamais en très grand nombre. C'est des groupes, mais de 30 à 40 personnes maximum. Et puis, c'est la nature des missions. La nature des missions qui seraient confiées à Wagner aujourd'hui en Ukraine. Ça ressemble à une mission pour Wagner, ça? Tuer un homme? Ils l'ont déjà fait, c'était leur mission. Il faut savoir que c'était leur mission première dans le Donbass en 2014. C'est-à-dire que leur première mission, c'était d'éliminer les chefs, là où ils sont nés. C'était d'éliminer les chefs séparatistes qui prenaient trop de pouvoir. Donc d'éliminer des hommes qui prennent trop de pouvoir, finalement, c'est dans leur ADN. Ils font ça depuis 2014. Donc ça pourrait être le cas. Nous, nos informations, c'est qu'ils sont plus côté ukrainien pour des missions de sabotage et côté Donbass pour faire de la police militaire, pour faire régner l'ordre. On n'a pas eu de gens qui nous ont vraiment confirmé leur mission de tuer Zelensky. Le fait que Zelensky soit une cible, c'est évident. Est-ce que c'est celle de Wagner ou des Spetsnaz, des forces spéciales russes? On ne sait pas encore. Est-ce que vous avez fait gaffe à vous pendant cette enquête? On a essayé. Ouais. On a essayé. C'était pas facile. On a pris, il y avait des mesures de précaution à prendre, comme tout journaliste qui part sur des terrains compliqués. Ils ont essayé de vous décrédibiliser? Moi personnellement, j'ai eu le droit à une jolie vidéo de 20 minutes disant que j'étais un agent de la CIA, que je travaillais pour les services secrets américains et qu'Alexandra et moi, nous avions payé des témoins en Centrafrique pour dire que des femmes avaient été violées par des mercenaires russes. Ce qu'on n'a pas fait, évidemment. Ce qu'on n'a pas fait, évidemment. On ne sait jamais. Sans le doute. Non, on avait compris. Voilà, donc ça, c'est une vidéo de 20 minutes, moi, qui m'avait beaucoup surpris parce qu'on était en cours de montage du film et des copains correspondants à Moscou m'envoient le lien en disant... Tu as certainement vu ce truc passer, alors que j'avais évidemment pas vu la vidéo. Et c'était assez choquant de se découvrir dans un montage complètement fake avec son nom, son visage, voilà. Exposé comme ça. Il faut savoir que, juste parce qu'il y a une chose, on parle beaucoup de Wagner, des mercenaires, mais il faut savoir que Wagner, c'est quelque chose de pensé, de théorisé. Il n'y a pas que des mercenaires. Ils combattent, ils s'enrichissent et ils désinforment. Le chef, Evgeny Prigojine, il est sous mandat d'arrêt du FBI, il est recherché par le FBI pour les campagnes de désinformation dans la campagne présidentielle de 2016 aux États-Unis. Et il faut savoir que là, pas plus tard qu'il y a 2 jours, Facebook vient de démanteler toute une opération de faux sites internet en Ukraine qui sont liés aux gens de Wagner. Pareil au Mali, en Centrafrique, ce qu'on raconte dans le film, toutes les opérations de désinformation sur l'armée française qui ont ensuite amené à des manifestations monstres à Bamako et dans beaucoup d'autres villes, sont orchestrées par Wagner. Donc Wagner, c'est pas que des hommes avec des fusils. Wagner, c'est beaucoup plus complexe comme objet. C'est aussi tout un écosystème et un outil de propagande, et ils sont très bien formés, et c'est quelque chose qui existe et un outil qui est pensé depuis de nombreuses années. C'est ça qu'on a découvert aussi. Xenia, je peux vous demander à titre personnel comment vous vivez ce qu'on vit en ce moment, en tant que franco-russe? Je le vis extrêmement mal. Je le vis mal parce que mes parents sont en Russie. Je le vis mal parce que... J'essaie d'éviter de pleurer. Je le vis aussi très mal parce que ma langue maternelle, qui est le russe, même si j'ai grandi en France, c'est devenu la langue de la guerre, c'est devenu la langue de la désinformation, c'est devenu la langue de la réécriture de l'histoire. C'est une langue qui va être difficile à parler dans les mois qui viennent. Et ça, je trouve ça terrifiant. On a énormément d'amis d'un côté de la frontière comme de l'autre, et tout le monde est absolument bouleversé, moi la première. Merci à toutes les deux d'être venues sur le plateau de Quotidien discuter avec nous. Votre documentaire est vraiment à ne pas rater. Il est sur le replay de France Télé. Ça s'appelle Wagner, les hommes de l'ombre de Vladimir Poutine. Merci Xenia. Merci Alexandra. Merci à bientôt. Beaucoup. À bientôt. Après 9 ans d'attente, le moment est enfin venu. Le nouvel album de Stromae sort demain. Stromae est dans Quotidien. Bonjour Stromae. Bonjour. Bienvenue. Salut tout le monde. Merci d'être avec nous ce soir. C'est un moment particulier qu'on est en train de vivre. La guerre en Ukraine a débuté il y a exactement une semaine. Sortir son album, qui est super, mais sortir son album en temps de guerre sur le sol européen,
J'imagine que c'est particulier, vous voyez ça comment? Au-delà de l'Europe, je suis un humain et forcément ça me touche. Donc, ouais, je ne vais pas vous cacher, je ne suis pas hyper à l'aise de venir faire ma promo de mon album, mais... On est encore temps de la faire et vous êtes le bienvenu. Et puis on peut écouter de la musique. Et puis ça fait du bien aussi de vous voir et puis d'écouter de la musique. Tant mieux, c'est cool. Voilà. Merci beaucoup. Donc il n'y a aucun problème à venir de faire la promo sur une émission de télé avec un album. Merci à vous. Quand on s'est vu la dernière fois, c'était en avril 2018. C'est avec votre épouse Coralie. Et à l'époque, vous n'étiez pas encore décidé à refaire un album. Le déclic, ça a été quoi? Ça a été quand? Le déclic, c'était 2018, je pense, et c'était surtout quand je commençais à devenir un peu jaloux des autres. De qui? D'autres artistes, j'en ai cité, j'avais Aya, Billie Eilish, ouais, tous ceux qui faisaient des scores et tout, je me disais, ouais... Mais bon, c'est juste... Mais bon, là, quand il commence à devenir un peu aigri et tout, c'est que... C'est bien de dire qu'on est jaloux. Ben oui, je pense qu'on l'est tous un peu, c'est sain, mais en tout cas, quand on commence à devenir un peu aigri, c'est qu'il est temps peut-être de se remettre au boulot, quoi. L'album, donc le voici, il s'appelle Multitude, il y a 5 Stromae, et si je déplie, il y en a 10. Ils font quoi? Ils font quoi? Ils regardent quoi? Ils regardent rien, ils se réunissent. En fait, le procédé, c'est... je pensais que ça allait me revenir, mais ça ne me revient pas du tout. C'est un multigrave, voilà, c'est du multigrave. Donc c'est en fait placé... Ça ne me revient pas du tout. Deux miroirs à 72 degrés, 72 degrés, pardon. Ouais. Et donc en fait, ça nous fait 5 personnes. Et c'était le bon chiffre parce que sinon ça fait trop... On peut en faire beaucoup plus, mais bon, bref. C'était pas du tout la réponse à la question. Non, mais si, c'est aussi la réponse. Mais ils regardent quoi? Ils regardent rien, ils regardent en l'air. En fait, l'idée derrière tout cet album, c'était le folklore beaucoup. Donc forcément, les tenues un peu, voilà, avec les petits volants ici ou le volant sur cette photo-là. L'idée, c'était de ça. Vous vouliez l'appeler folklore, mais c'était déjà pris par Taylor Swift. Et vous avez été jaloux du coup? Ouais, exactement. Donc je lui ai dit, tu veux pas changer de titre? Elle a dit non, non c'est pas vrai. Mais non, mais je me suis dit, je vais peut-être changer de titre. Et puis, en fait, comme il y avait la musique, les vêtements, tout était vraiment la coiffure folklorique. L'appeler folklore, c'était les 2 pieds joints dedans, c'était un peu trop. Finalement, Multitude, c'était plus proche de ce que je suis et des personnages que j'incarne, et en plus de la multitude d'influences musicales qu'il y a sur l'album. Multitude de sons, multitude d'instruments, multitude de personnages et de thèmes. Le premier titre de l'album, il s'appelle Invaincu. Gauche, droite, gauche, front, kick, balayette, des pénaltys. Pour 1 mois, 3 mois, 1 an, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, sans toi c'est déjà ça le prix. Oui, j'ai payé le prix. Et j'ai du mal à l'écrire. Et du mal à le dire, mais m'affaiblit. Debout, jusqu'au dernier cri. Ouh, putain de maladie. C'est la première chanson de l'album et c'est la première chanson que vous avez écrite. Ça évoque quoi? Ça évoque le combat contre n'importe quelle maladie. Et en gros, c'est juste une ode à la vie, quoi. Et se dire, tant qu'on est en vie, on est invaincu. Et c'était juste une manière de voir le verre à moitié plein, finalement. Suite au burn-out? Par exemple, mais toute forme de maladie. Mais oui, par exemple, oui. Ouais, c'est vrai que j'avais un peu exagéré au niveau des concerts, et donc j'ai dû me reposer un petit peu. Vous êtes quand même le seul chanteur à avoir fait un live au JT de 20h. Dans vos chansons, vous parlez aussi beaucoup de solitude. Est-ce que la musique vous a aidé à vous en libérer? Je suis pas tout seul à être tout seul, ça fait déjà ça de moins dans la tête. Et si je comptais combien on est? Beaucoup. Tout ce à quoi j'ai déjà pensé, dire que plein d'autres y ont déjà pensé, mais malgré tout, je me sens tout seul. Du coup, j'ai parfois eu des Ça a provoqué une augmentation suicidaires. folle des appels au service de prévention au suicide. Le patron de l'OMS vous a remercié. Vous attendiez un tel impact? Non, vraiment pas. Non, surtout que quand on est dans une phase de mix, de master, on pense plus du tout aux paroles, quoi. Moi, j'étais juste en train de voir est-ce que la voix va plus trop fort ou trop basse. Enfin, je pensais plus du tout aux paroles. Puis quand je l'ai répété chez moi, j'essayais de fixer un point parce que je savais que j'allais devoir fixer la caméra et pas bouger. Et comme je suis habitué à bouger, c'était un peu compliqué pour moi. Et finalement... Vous ne pensiez pas ce que ça allait provoquer, en fait? Non, pas du tout. Je faisais plus attention au texte, en fait. Je savais que c'était une chanson un peu émotive et tout, mais j'avais complètement, limite, oublié le sens, quoi. Un peu émotive? Carrément émotive. Mais voilà, tant mieux si ça a libéré la parole. Franchement, tant mieux. Vous avez fait un truc assez inédit, des concerts avec vos nouvelles chansons avant la sortie de l'album. Ouais. Pourquoi? Il n'y a personne qui fait ça. Ben non, mais Même en pas fait, Taylor ça se Swift. faisait, à l'époque, ça se faisait. Non, à l'époque, ça se faisait beaucoup.
les vieux chanteurs, genre Aznavour et tout, je pense qu'ils faisaient ça. À l'époque. À l'époque, il y a Ah ouais, à l'époque, ouais. Mais en fait, on l'a pas vraiment choisi. En fait, à la base, on devait sortir l'album en février, avant les 3 concerts à Bruxelles, Paris, Amsterdam. Et on s'est rendu compte qu'on n'allait pas pouvoir tout faire. Les clips, tout ce qu'il y avait à faire et tout. Donc on s'est dit, reportons au 4 mars. Et on a quand même gardé parce que les salles étaient déjà réservées. Donc le public découvre des chansons qu'il ne connaît pas. Exactement. C'est ça. Donc j'appréhendais un peu parce que c'était un peu un moment de solitude quand même. Même si le public était ultra chaleureux et tout, mais c'est vrai que j'étais un peu seul, quoi. Donc j'essayais de me concentrer au maximum. Puis après, à la fin, je demandais, ça va, vous avez aimé Et est-ce que du coup, vous avez enlevé des chansons parce que les gens vous ont dit, celle-là, pas trop? Non, pas du tout. Non, parce que l'album est bouclé depuis bien longtemps, donc même s'ils avaient détesté, mais... Tu devrais changer la note à la fin. En do, c'est mieux. Il y a une chanson qui s'appelle Bonne journée et une chanson qui s'appelle Mauvaise journée. Ce sont les 2 chansons coécrites par Orelsan, je crois, et la mauvaise journée commence par un caca raté et la bonne journée par un caca parfait. Exactement. J'adore cette chanson. Merci, c'est gentil. Ouais. Je me suis dit, ce serait marrant de faire 2 chansons en miroir comme ça. Et comme quoi, la bonne humeur... Vous pensez au miroir, moi je pense au caca. Ouais, mais je comprends. mais en fait, j'en parle beaucoup dans l'album, mais c'est parce que je viens d'avoir un garçon, j'ai les mains dans le caca, littéralement, oui, pendant 2-3 ans. Ça, c'est laquelle? C'est la... C'est que du bonheur. C'est que du bonheur, oui. Tout à fait. Mais non, oui, c'est vrai, mais je voulais juste évoquer le fait que la bonne humeur, finalement, une bonne journée, ça tient à pas grand-chose. Ça tient à rien. Un caca parfait. 2 feuilles de papier toilette, pas besoin d'essuyer, c'est nickel. Voici la bonne journée. Mais qu'est-ce que ma journée est bonne, me suis levé du bon pied. Oui, je vais le prendre mon pied, je lèverai seulement pour la danse de la joie. C'est la danse de la joie. Le bonheur est bien la seule chose qui, quand on la partage, se multiplie. Le célibat me fait souffrir de solitude, la vie de couple me fait souffrir de lassitude. Quelle chanson? La solacitude. La solacitude. Ouais. Un de mes graphistes, mes graphistes comme s'il m'appartenait pas du tout, mais c'est juste que donc c'est Olivier Gillard et Vincent Lesson. En fait, ils partagent nos bureaux et donc on faisait toutes nos pauses de midi et tout ensemble. Je raconte tout ça, tout le monde s'en fout, mais c'était juste pour contextualiser. Et en fait, donc évidemment, ils partageaient toute la compo de l'album, toute l'évolution et tout. Et si j'appelais ce morceau la lassitude et la solitude, ça faisait un peu long. Et donc c'est lui, Vincent, qui est venu avec cette idée-là. Il m'a dit pourquoi tu mixes pas les 2 mots et puis t'en fais un. J'ai dit voilà, lassitude, ça représente bien le sentiment de cette chanson. Mais sur ce que vous dites dans la chanson, vous êtes d'accord avec ça? Quand on est seul, on se fait chier. Quand on est seul, on se fait chier. Quand on est en couple, on souffre parfois de lassitude. C'était un constat que je m'étais fait et puis je trouvais que lassitude et solitude rimaient. Donc je me suis dit pourquoi pas en faire un refrain avec Guogan à les rues, ce violon chinois qu'il a magnifiquement bien interprété. Et voilà, ça fait la solacitude. Nouvel extrait inédit de l'album de Stromae qui sort demain, Fils de joie, l'histoire d'un fils de pute. Je suis pas contre un peu de tendresse de temps en temps. Et puis cette fois-ci, je pourrais le faire en insultant. Oui, tout est négociable dans la vie moyennant paiement. En plus, je suis sûrement son meilleur client. Mais oh, laissez donc ma maman, oui je sais. C'est vrai qu'elle n'est pas parfaite, c'est un héros. Et ce sera toujours fier. Là aussi, ce morceau, il a une histoire. Pourquoi vous avez eu envie de faire cette chanson? Ma femme, elle regarde beaucoup. Ça commence aujourd'hui avec Faustine Bollard. Sur France 2. Sur France 2, tout à fait. Et moi, évidemment, elle m'a contaminé et je trouvais l'émission assez bonne. Bref, tout ça pour dire qu'un jour, elle a invité des enfants de travailleuses du sexe. Et donc, j'ai été vraiment bouleversé par leur témoignage. Donc, je me suis dit, pourquoi pas raconter cette chanson en prenant le point de vue de tout le monde, le client, la maquerelle, le policier, le fils. Mais en fait, on lui demande jamais son avis finalement à elle. Et je trouvais que c'était la façon la plus juste d'en parler. Et voilà. Et d'ailleurs, comme dans cette chanson, vous adoptez souvent plusieurs points de vue. Ouais. Le client, le fils. Ouais. Pourquoi vous faites ça? Parce que je fais comme tous les narrateurs. Un peu comme ça, un peu comme la photo. Voilà, on a plusieurs. Mais oui, c'est ça aussi, multitude, c'est ça, c'est parce que j'adore. Plusieurs angles. Ouais, c'est ce que Luc, mon directeur artistique, ou plutôt creative directeur, me disait. Il me dit, ouais, un truc quand même qui fait ta force, c'est que tu interprètes toujours des personnages, plein de personnages. Et le lendemain, en sortant de ma douche, je me suis dit, multitude en fait.
parce que multitude d'influences, parce que multitude de personnages. Et en fait, j'invente rien, quoi. Je suis un conteur d'histoire, en fait, finalement. Les réalisateurs, les scénaristes, auteurs de livres, ils racontent des histoires, ils se mettent avec différents points de vue, le narrateur, un des acteurs. Et c'est vrai qu'un truc que j'aime faire, c'est vraiment me mettre dans la peau de personnages. Votre épouse Coralie vous a conseillé de jouer les connards sur certaines chansons parce qu'elle pense que vous savez bien le faire. C'est vrai, vous faites bien le connard? Quand vous avez tiré cette information? Je l'ai lu. Non, je ne suis pas un bon connard, mais c'est vrai que j'avais envie de faire cette espèce de farceur, amoureux farceur sur mon amour. Parce que je pense qu'on peut tous l'être et on a peut-être en tout cas tous un pote dans notre entourage qui ressemble. Et c'est le genre de gars qui ne comprend pas vraiment pourquoi il est tout seul. Mais en fait, il se comporte vraiment comme la pire des merdes avec la gente féminine et il comprend pas, quoi. Donc ouais, mais c'est une chanson un peu légère, quoi. Justement, il y a une chanson qui s'appelle Déclaration. Est-ce que vous pouvez en dire un mot? Déclaration. C'est la chanson que j'ai failli ne pas mettre sur l'album parce qu'en fait, c'était tellement un sujet d'actualité que je me suis dit, ouais, est-ce que ça fait pas un peu racoleur et tout ça? C'est sur le féminisme. Oui, c'est sur le féminisme, pardon, j'ai pas précisé. Et en fait, finalement, je me suis dit, en fait, c'est pas une question de récupération ou pas, c'est une question que tu as ton point de vue, tout le monde a son point de vue, et puis finalement, il n'y a pas énormément d'hommes qui ont donné leur point de vue sur le sujet. Je crois que c'est quand même important, on est quand même concernés. Et donc voilà, je parle de charge mentale. On ne naît pas misogyne, on le devient. Tout à fait. Ce que vous dites. Ouais. Ouais, je pense que c'est vrai. Et oui, charge mentale, toutes ces choses-là. Bref, le morceau parle de lui-même. Est-ce qu'on peut parler des cheveux? Ouais, c'est un truc que j'aime bien. Hein, bon, voilà. Vous avez la passion du cheveu, hein, vous avez porté la queue de cheval, la Ariana Grande, le man bun de Samouraï, les macarons de Princesse Leia. Et puis bon, je ne parle pas de cette création. Le fromage. C'est ça, et on n'arrivait pas à trouver de mots. On disait galette, on disait... c'est fromage. C'est fromage ou alors un donut, c'est un gros donut. Ah, sans trou? Bah si, il y en a un tout petit au milieu. Il y a un trou? Ah d'accord. Ah, ouais. Elle veut dire quoi? C'est quoi cette passion du cheveu? Parce que j'ai décidé de me laisser pousser les cheveux. En 2015, j'ai commencé. Et puis je me suis dit, tiens, pour le prochain album, je vais un peu m'amuser avec. Je regrette un peu parce que c'est vraiment beaucoup de travail. Mais c'est beau. Ouais, c'est beau, mais c'est du travail. Donc je remercie encore Alicia Dubois qui fait mes coiffures. Mais c'est pas vos cheveux, là? Non, en partie. Vous voulez que je vous explique le secret du truc? Ah bah ouais. Donc en fait, c'est un donut rond qui est déjà emballé de cheveux. Donc c'est de la frigolite, donc polystyrène, vous dites en France, donc frigolite. Bref, donc cheveux, c'est entouré de cheveux. On me le met dessus, puis après elle me fait un chignon en haut, en hauteur, et puis après elle rabat tous les cheveux comme ça, puis elle me les recale ici en dessous. D'accord. On a le secret de la frigolite. Ouais. Et quand ils sont lâchés, c'est... Ah ouais, ils sont longs jusque là quand même. Hein. Ah oui, d'accord. Félicitations. Merci beaucoup. Ça a mis du temps. On fait la playlist tout à l'heure? Ouais, avec plaisir. Le Morning Glory, Laurent Macabès et Clément Sabafour est aujourd'hui sponsorisé par le service public qui fait des travaux en ce moment. Ces pays dans cette crise et probablement que ça permettra aussi de continuer à avancer au niveau européen. On n'a pas réservé le même sort effectivement aux Syriens. Ça pose question. Oui, mais alors ce que je suis en train de vous dire, j'étais un peu perturbé parce que pour ceux qui écoutent, il y a des travaux. Si tout le monde entend, il y a des travaux visiblement qui viennent de débuter juste derrière vous, Gabriel Attal. Je suis le plus populaire de tous les candidats. Vous m'avez manqué! Mais venez avec moi, Waouh! Minasan to isho ni milaeho. Oui, mais ça fait... J'ai de l'admiration pour Vladimir Poutine. Je suis pour l'eau minérale. C'est Poutine l'agressé. Maintenant, il est bien... voilà. Tant mieux, je préfère. Quotidien. C'est à la télévision tous les soirs. Et nous qui pensions que c'était une grosse vanne. Je filme occupé de l'Ukraine. Alors que non. Valérie Pécresse, merci. Bonsoir. Elle pense vraiment qu'elle s'occupe de l'Ukraine? J'ai proposé qu'on saisisse les biens des oligarques. J'ai proposé qu'on enlève de SWIFT un certain nombre de banques. J'ai proposé qu'on étende à la Biélorussie les sanctions, que l'on ne diffuse plus les canaux russes sur nos ondes. J'ai fait des propositions. Le gouvernement en a repris certaines. Elle dit on comme si on, c'était elle. On est en train d'identifier avec Tracfin tous les biens pour les geler. Et on a aussi réussi à convaincre Monaco et la Suisse de suivre l'Union européenne. Alors le plus drôle étant le regard perplexe d'Anne-Elisabeth Lemoine qui se demande on lui dit ou on lui dit pas? Oh là là, mais quelle surprise! Marine Le Pen, Éric Zemmour et Nicolas Dupont-Aignan valident leurs 500 parrainages. Éric Zemmour, Nicolas Dupont-Aignan et Marine Le Pen ont leurs 500 parrainages.
Comme disait Jacques Martin, tout le monde a gagné. Comme on vous disait qu'il faisait, quand on vous disait qu'il faisait le cinéma de tous les 5 ans. Je rame, comme tout le monde, je crois. J'essaye d'avancer en pensant au pire. Je peux ne pas les avoir. Et il est même possible que je n'obtienne pas ces parrainages. Vous les aurez ou pas? Je ne sais pas. Est-ce que vous allez y arriver? Eh bien, je ne sais pas. Et j'ai une inquiétude, je suis inquiet. C'est extrêmement difficile. Les parrainages, c'est difficile. Ce n'est pas une tâche facile. Figurez-vous que c'est pas simple. C'est de plus en plus dur d'avoir les parrainages. Ceux qui ne sont pas dans le système, il y a le blocage des parrainages. C'est une difficulté. C'est pas démocratique. C'est de plus en plus difficile. Je n'ai pas les parrainages pour être candidate à la présidence de la République. Et finalement, étonnamment, tout le monde a gagné. Pendant ce temps, il était temps qu'on rentre en campagne. Ah! Enfin, on rentre en campagne, une vraie campagne. Enfin, du débat d'idées. LCI a eu un scoop. Leur invité a fait le mystérieux. Jean-Pierre Raffarin, bonjour Monsieur l'ancien Premier ministre. Bonjour Madame Martichoux. Dans quelques minutes, vous nous direz qui vous avez choisi de soutenir pour la présidentielle. Quel candidat, quelle candidate, vous avez fait votre choix. Vous nous le direz dans quelques instants. Mais quel suspense. Qui a choisi Jean-Pierre Raffarin pour l'élection? Monsieur Macron, il va être le plus jeune des candidats et il sera celui qui est le plus expérimenté. Président Macron, il peut tout à fait gagner ces élections. Macron a été étonnant, donc il est crédible dans sa candidature. Je me demande bien qui il va choisir. Chez Monsieur Macron, il y a un leader. Emmanuel Macron a un avantage. Macron a montré qu'il avait les capacités d'un chef. J'ai vraiment aucune idée. Le pronostic est favorable pour Macron. On ne peut pas dire qu'il n'avait pas le niveau. J'ai beaucoup de respect, d'admiration pour le président Macron. C'est Macron qui est le meilleur. Allez, je donne ma langue au chat. Quel candidat, quelle candidate, vous avez fait votre choix? Emmanuel Macron est à la fois le candidat le plus jeune et le plus expérimenté. Je souhaite sa candidature et je le soutiendrai. Pourquoi on se prend la tête sur le conflit en Ukraine alors que c'est si simple? Bonjour Ségolène Royal. Bonjour. Merci d'être notre invité sur LCI. Comme le dit Ségolène Royal, il faut le prendre au mot et le convoquer dans une conférence internationale de la paix. Il faut revenir à ces principes fondamentaux. Il faut maintenant être bien au clair. À un moment, il faut aussi faire attention. Il ne faut pas parvenir à ce point de non-retour. Mais je pense qu'il faut reprendre. Mais pour ça, il faut. Donc il faut que chacun reste à sa place. Ah ben voilà, j'allais le dire. Et enfin, même lui a l'air surpris. Monsieur Dupont-Aignan, quand je vous écoute, je suis toujours d'accord avec vous. C'est assez particulier. Et donc, j'ai acheté votre bouquin qui s'appelle Où va le pognon? Comment récupérer 100 milliards d'euros par an de fraude et de gaspillage pour rebâtir la France, je crois. Vous avez vu? Et j'ai trouvé vraiment bien votre bouquin. Je suis d'accord avec tout. Sauf que vous faites 1%. Comment vous en êtes arrivé là, à passer de 10% à 1%? Voilà. Voici la playlist de Stromae. Alors, qu'est-ce qu'écoute Stromae en ce moment? La plus belle chanson de tous les temps, c'est ça. Mozart, tout simplement. Bah, ouais, on m'a dit tous les temps, donc je me suis dit, toutes les époques, quoi. Ce que vous voulez. La chanson pour danser ivre-mort, c'est ça? Vai transar, doidona. Sans m'empêcher. C'est qui? Je sais pas comment il s'appelle, j'ai oublié le nom, mais c'est Trajado le titre, mais j'ai oublié son nom. Trajado des Glock. En fait, c'est de la, enfin moi j'appelle ça baile funk. Je trouve que ça a évolué. C'est de la musique du Brésil et je me suis beaucoup inspiré de ce style-là sur mon album. La chanson pour une nuit d'amour, c'est ça? Que locura. Ouais. Je sais pas ce que ça veut dire, j'en sais rien. Moi non plus. Ça se trouve, enfin, bref, j'allais dire que je fais pas l'amour en musique, mais bon, ça ne regarde personne finalement. Mais non, mais c'est juste que s'il faut en choisir une, ben voilà. Et enfin, la chanson Plaisir coupable, c'est ça? Les DS.
Et vous viendrez chanter en live un jour? Bah ouais, avec plaisir. Quand? Bah oui, c'est ça la question. Bah oui. En 2028? Le 28? En 2028? En 2028, non, quand même pas. Avant. On va essayer de trouver un moment, ouais. Ah ouais, on trouvera un moment bientôt. Il se croyait formidable, mais sa mère lui a rappelé qu'on était tous les mêmes et il y en a marre, c'est Nicolas Fresco. La revue de presse des influenceurs, salut Nicolas, aujourd'hui, tu vas nous parler de l'impact de la guerre en Ukraine sur les réseaux sociaux. Oui, un petit changement de programme. Aujourd'hui, on ne va pas prononcer les mots marseillais, ange ni silicone. Et on ne va pas se le cacher, on aurait préféré que ce soit le cas. Mais on va s'intéresser à ce qui se passe sur les réseaux sociaux depuis le début de la guerre en Ukraine et essayer de comprendre comment en une semaine, avec les mêmes codes, les mêmes musiques et sur les mêmes réseaux, on est passé de ça à ça. Depuis le début de l'invasion, les réseaux sociaux sont envahis de vidéos de soldats ukrainiens comme celle-ci. Elles font des millions, voire des dizaines de millions de vues et on y filme la guerre en musique. Dans ces vidéos, on est aussi au front avec les soldats ukrainiens, mais toujours avec les codes et les chorégraphies de TikTok, comme chez ce militaire ukrainien qui a 4 millions d'abonnés. Alors c'est parfois perturbant de voir ce genre de vidéos qui donne l'impression d'une guerre mise en scène à la première personne, presque filmée à la perche à selfie. Et pourtant elles offrent des images assez hallucinantes du conflit et des témoignages du front en direct, un peu comme si on avait toute une flopée de Robert Capa archi-connectés. Як би не було тут тяжко на війні, але Збройні сили України до кінця будуть відстоювати інтереси своєї країни, свого народу. Слава Україні! Героям слава! Alors ça c'est au front, mais à l'arrière, si on peut appeler ça comme ça, certains influenceurs ukrainiens essaient aussi d'utiliser leur réseau pour aider le pays, avec des comptes Instagram qui changent radicalement d'ambiance, comme chez Nadia Kamenskik, qui alimentait ses réseaux avec ce genre de vidéos il y a encore quelques jours, et qui maintenant poste ça. Please, support Ukraine. Our kids should not be killed. Government of all countries, please support Ukraine. Voilà, plus de filtres, plus de choré à la place des appels à l'aide lancés à la communauté internationale. Même changement d'ambiance chez la chanteuse ukrainienne aux 5 millions d'abonnés Instagram, Nadia Dorofiva. Белорусских матерей и русских матерей не отпускать своих сыновей воевать у нас в Украине. Пожалуйста. Et pour certains, comme ce comédien et chanteur actuel juré de The Voice Ukraine, on est même sur une imagerie à la Zelensky en t-shirt kaki devant un fond neutre. For our international friends, please send messages and petition Putin. He's a terrorist number one. Et sur les réseaux, c'est plus des recettes de cuisine qu'on partage, mais des tutos pour faire des cocktails Molotov que les Ukrainiens ont renommés Bandera Smoothie. Як ніколи актуальні коктейльчики, іншим словом, суміш Бандери. До складу входить 1/3 моторного масла, 2/3 бензину. В розчиннику розвести пінопласт і додати 100-150 грам до бензину з маслом. Des cocktails Molotov qu'on va aller balancer sur les chars russes, toujours en se filmant. Кидай, блядь! Кидай! Кидай, блядь! Кидай! Антоны! Антоны! Alors certains influenceurs choisissent de ne pas se mettre en scène, mais plutôt d'utiliser leur réseau pour montrer ce qui se passe en Ukraine, et notamment les bombardements, mais toujours avec les codes de TikTok et des musiques qui sont en décalage avec les images.
C'est déroutant et pourtant c'est un véritable moyen d'informer toute une partie de la population, que ce soit les jeunes qui passent énormément de temps sur ces réseaux, comme pour les Russes pour qui ça devient une source d'infos alternative qui permet de contourner la propagande de Poutine. Certains influenceurs russes, eux, prennent carrément le risque de prendre position dans le conflit, comme Niki Proshin, 750 000 abonnés, qui filme les manifestations pour la paix en Russie et tente de s'excuser au nom de son peuple pour ce qui est en train de se passer. Every single person I know is against the violence and against the crime which is happening right now. There's no excuse and there's no real reason for this war to happen. It's just one man decision and the worst thing that we can do nothing about that. La guerre a eu un impact sur les réseaux sociaux. Maintenant, c'est les réseaux sociaux qui essayent d'avoir un impact sur la guerre. Merci beaucoup, Nicolas. Le canapé, Étienne Carbonnier. Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes prêts? Je suis prêt. Nouveau canapé. Yes. Vous êtes dans la joie? Mais bien, je dis oui. Bon, comme en ce moment on est un peu dans une période tendue. Mais non, pourquoi tu dis ça? Et ben on a voulu se faire une petite soirée détente justement avec les forces de l'ordre. C'est la gendarmerie, vous pouvez ouvrir s'il vous plaît? Encore une belle soirée avec les gendarmes qui ont toujours des super phrases d'accroche quand ils font un contrôle. Ce sont les épices ici, hein. C'est lequel l'amateur d'herbes de Provence là? Alors généralement quand ils posent des questions, ils ont toujours la même réponse. Vous êtes connu de la justice, monsieur? Non. Vous avez une pièce d'identité? Non. Vous voulez pas souffler? Oh non, non. T'as un souci à ta soirée? Vous allez nous suivre? Non. Bah non. Cette semaine, vu le mec qui veut toujours avoir le dernier mot. On va pas attendre la fin de la soirée, hein, je vous le dis. Hein.